L'histoire de l'historiographie moderne. Activité internationale et tendance récente de la recherche de 1970 à 1984. Cette conférence a été présentée à l'Université de Gand en avril 1984. Alors que les études sur l'histoire de l'historiographie ne cessent de se multiplier à travers le monde et que, corrélativement, nos connaissances dans ce domaine ont beaucoup progressé, il a paru utile de dresser un bilan provisoire des recherches. L'objet et les limites de cette conférence seront précisés d'emblée. On donnera, dans un premier temps, un aperçu du contenu des périodiques spécialisés, des activités des principaux centres de recherche dans le monde. Je donnerai ensuite, plutôt je signalerai, les grands travaux des 15 dernières années. L'intérêt des historiens pour le passé de leur propre discipline n'est pas récent. Si Charles-Olivier Carbonel repère ses premiers signes dans l'Allemagne des Lumières, Bernard Guenet suit les premiers pas de l'histoire de l'historiographie en Occident au XIIe siècle. En fait, des œuvres comme la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin, paru à Paris en 1566, l'Histoire des histoires d'Henri Lancelot de la Popinière, publié à Paris en 1599, sur l'histoire de Bernard de Fontenelle, publié en 1680, ou l'Historia Historiae de Johann Michael Heineccius, paru à Helmstadt en 1703, assure la continuité entre ces deux naissances. Et Cicéron, dans sa digression sur les historiens grecs et latins, ne jetait-il pas déjà un regard sur nos ancêtres? Deux voies peuvent être utilisées pour comprendre le succès de l'histoire de l'historiographie. D'un point de vue général, on pourrait tout d'abord s'interroger sur les motifs conscients et inconscients qui poussent certains historiens à étudier l'histoire de leur père. Mais des facteurs culturels ou conjoncturels pourraient aussi être mis en avant. Il ne faudrait toutefois pas surestimer la portée de ce type d'explication. En Allemagne, en Italie, dans les pays anglo-saxons, l'histoire de l'historiographie possède une longue tradition. En revanche, en France, surtout depuis que l'anathème a été lancé par les fondateurs des Annales contre leurs prédécesseurs, l'innovation à tout crin a été le mot d'ordre. De nombreux chantiers ont été ouverts. Parallèlement, les bilans et les articles de prospective méthodologique ont noirci le proche passé positiviste de l'historiographie française et ont glorifié l'époque des pionniers. Dans cette perspective eschatologique, il n'existe plus que deux sortes d'histoire, l'ancienne et la nouvelle. Une histoire de l'historiographie ne pouvait être possible. Un plafond dans la recherche serait-il atteint? Assisterait-on à un retour du refoulé? Paradoxalement, l'histoire qui a profité des méthodes que l'économie, la sociologie, l'anthropologie et la psychologie ont élaborées, et qui continue à poser des regards envieux sur l'objet de ces disciplines, observe un mouvement en sens inverse. Il semble, en effet, qu'il faille replacer l'engouement pour l'histoire de l'historiographie dans un cadre plus large. La crise des sciences humaines, et plus généralement la crise des idéologies, dont il est question de manière récurrente depuis un certain nombre d'années, pourrait peut-être expliquer la tendance générale au repli de ces activités de la connaissance sur leur passé. Ce mouvement s'est d'ailleurs récemment institutionnalisé. Les séminaires consacrés à l'histoire des sciences humaines
se multiplient dans les universités et dans les grands établissements parisiens. Née de la conjonction d'initiatives françaises et roumaines parallèles, la commission d'histoire-d'historiographie a été fondée le 12 août 1980. Elle a pour objet de promouvoir et de coordonner les recherches dans le domaine de l'histoire de l'historiographie et constitue une commission interne du Comité international des sciences historiques. Son bureau est aidé dans sa tâche par des correspondants nationaux qui servent de courroie de transmission avec les historiographes des pays adhérents. Parmi les projets de la Commission, il convient de mentionner l'élaboration d'instruments d'information, bibliographie des principaux travaux touchant l'histoire de l'historiographie, et de communication, annuaire des centres de recherche dans ce même secteur, et l'organisation d'entreprises collectives, édition de sources, correspondance et papiers d'historiens, dictionnaires internationaux et nationaux des historiens et, à long terme, rédaction d'une histoire générale de l'historiographie. Organe officiel de la Commission, la revue Storia della Storiografia, revue quadrilingue, en italien, en allemand, en français et en anglais, qui est dirigée par des spécialistes d'histoire contemporaine, paraît 2 fois l'an depuis 1982. 2 traits caractérisent son projet. La volonté de prendre en considération tous les historiens, quelle que soit leur notoriété ou leur valeur, et le refus de théoriser. Le désir de se démarquer d'autres périodiques qui existent déjà se manifeste avec vigueur. Mais le caractère positiviste de ce programme apparaît aussi clairement. Les directeurs de la revue prétendent s'intéresser surtout aux petits historiens, dans la mesure où cette catégorie d'individus serait particulièrement représentative de la mentalité d'une époque. Les présupposés philosophiques sont donc bien présents. Toutefois, on peut remarquer que les numéros sortis de presse donnent, contrairement aux souhaits énoncés, une place considérable aux grands historiens et aux problèmes épistémologiques. Et comment pourrait-il en être autrement ? Storia della Storiografia publie des contributions classiques, des débats autour de livres importants, des articles méthodologiques, de nombreux comptes rendus bibliographiques, rédigés pour la plupart d'entre eux par des chercheurs italiens, et des informations sur les activités historiographiques dans le monde. Le désir des chercheurs de 2 pays de disposer d'une tribune où ils pourraient confronter à un niveau international le résultat de leurs travaux a abouti à la création d'une commission au sein du Comité international des sciences historiques. Cependant, il ne faudrait pas oublier que des institutions spécialisées existaient dans diverses parties du monde depuis longtemps. De plus, certaines revues recueillaient déjà des études d'histoire de l'historiographie. J'indiquerai très schématiquement les principales caractéristiques de la recherche historiographique dans quelques grands pays, puis je signalerai plusieurs synthèses nationales récentes. History and Theory est incontestablement la revue la plus célèbre. Elle accueille constamment d'excellents travaux d'historiographie. Toutefois, la plus grande part des contributions ont un tour nettement théorique, philosophique ou méthodologique. Le dernier fascicule de chaque volume annuel est consacré à un thème unique où recense les travaux traitant de la philosophie de l'histoire, mais aussi de l'histoire de l'historiographie pendant une période donnée. Publié à Middletown, dans le Connecticut, History and Theory reflète les débats d'idées qui agitent le monde anglo-saxon.
États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie. Il faut remarquer à ce propos que de l'autre côté de l'Atlantique, les études d'historiographie sont abondantes. Le nombre impressionnant de thèses soutenues dans ce domaine du savoir en témoigne. Ces dernières concernent le plus souvent l'Amérique du Nord et l'Allemagne. Mais les autres régions du globe n'ont pas été négligées pour autant. Le peu d'archives conservées aux États-Unis pour les périodes reculées est, selon toute vraisemblance, à l'origine de l'orientation des recherches vers l'histoire des idées. En Italie, la présence de deux penseurs qui ont profondément marqué 2, voire 3 générations d'intellectuels explique la place éminente de l'histoire de l'historiographie dans ce pays. Pour le théoricien idéaliste Benedetto Croce, activité historiographique et philosophie d'une même époque sont indissociables. Le marxiste Antonio Gramsci valorisa pour sa part l'action de l'historien sur le cours des événements en lui attribuant une place originale dans le système social. L'influence de Benedetto Croce est sans doute plus sensible que celle d'Antonio Gramsci. Mais l'un et l'autre rendent compte d'un même phénomène. En effet, ce n'est pas la moindre des singularités de l'enseignement d'histoire en Italie que d'être étroitement lié à celui de la philosophie. La conjonction de ces deux disciplines aboutit à des publications érudites de grande valeur. Depuis le siècle passé, l'Allemagne connaît une tradition ininterrompue de travaux d'historiographie, en particulier sur l'Antiquité et le Moyen Âge. Si l'histoire de l'érudition moderne paraît avoir été un peu délaissée ces dernières années, les études consacrées aux historiens et aux théoriciens d'histoire des 19e et 20e siècles ne manquent pas. Les petits volumes de la collection Deutsche Historiker, qui regroupent chacun 5 ou 6 essais sur de grands historiens de langue allemande, constituent une bonne introduction pour approcher la pensée historiographique de cette période. Parmi les revues d'histoire générale, il faut faire un sort à Francia, qui consacre une partie importante de ses imposants volumes annuels à la méthodologie et à l'histoire de la discipline historique en France. Les écrits historiographiques et théoriques de Peter Hale, traduits en anglais, sont bien connus en dehors des Pays-Bas. Par contre, la diffusion du périodique Theoretische Geschiedenis est très réduite. Émanation de l'Institut voor Theoretische Geschiedenis de l'Université d'Amsterdam, cette revue trimestrielle qui naquit en 1974 est comme History and Theory axée sur l'historiographie contemporaine. Des enseignants et des chercheurs de toutes les universités néerlandaises participent à la rédaction des articles. Leurs nombreux comptes rendus et la tenue d'une bibliographie courante pallient utilement le retard que connaît la publication des Bei Hefte de la revue américaine. Je le répète, l'histoire de l'historiographie a longtemps été déconsidérée chez nos voisins français. Seuls quelques chercheurs s'appliquaient à son étude. Ce n'est qu'en 1970 que cette discipline a été introduite comme enseignement distinct à l'École nationale des chartes. Les candidats au titre d'archiviste paléographe, toujours plus nombreux, ont dès lors soutenu leur thèse dans ce domaine du savoir. 10 ans plus tard, une direction d'études d'historiographie médiévale fut confiée à Bernard Guenet à l'École pratique des hautes études, 4e section. En fait, les travaux menés à l'école pratique prolongent des contributions antérieures de Bernard Guenet et de ses collaborateurs. L'historiographie contemporaine, quant à elle, est étudiée dans 3 séminaires, ceux de Jean Glénisson et de Heinz Wiesmann à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui ont respectivement pour thème la représentation de l'histoire de France et les théories de la connaissance historique au XIXe et XXe siècle,
et celui de Charles-Olivier Carbonel à l'université Paul Valéry de Montpellier, qui porte sur l'histoire et les médias. Mais il a fallu attendre l'année 1984 pour que soient organisées à la Sorbonne des réunions régulières traitant de l'historiographie moderne. Dans les démocraties populaires, les établissements où s'enseigne l'histoire de l'historiographie sont légion. Nul n'ignore quelle place occupe la théorie de l'histoire, matérialisme historique, dans ces pays. On comprend, dès lors, l'intérêt des historiens pour l'enjeu qui sous-tend les débats anciens ou récents sur le sens de l'histoire. L'historiographie est officiellement étudiée, mais il ne faudrait pas trop forcer les choses, dans le cadre de la superstructure idéologique de la société. Le discours des historiens est essentiellement perçu en tant que support des intérêts de classe. De même en Chine. Un institut spécialisé dans l'histoire de l'historiographie contemporaine fonctionne à l'école normale de Shanghai. À cet établissement fait pendant un centre à Pékin où s'effectuent des recherches sur l'historiographie ancienne et féodale. L'institution pékinoise publie par ailleurs une revue consacrée aux problèmes historiographiques et théoriques, en chinois bien sûr, mais il n'y a qu'une trentaine d'années que l'historiographie traditionnelle est étudiée en Chine. Il reste à citer quelques synthèses qui compléteront ce panorama international trop rapide. La Suisse et le Portugal disposent d'ouvrages généraux, mais leur conception est vieillie et sans perspective d'ensemble. Leur plan est chronologique, onomastique et non thématique. C'est encore l'Angleterre qui possède l'essai le plus réussi avec l'œuvre monumentale d'Antonia Gransden, quoique limitée au Moyen-Âge. Quant à l'Espagne, il faut toujours se référer aux 3 volumes de l'Historia de la Historiografía Española de Benito Sánchez Alonso, qui n'ont pas été remplacés. Voilà pour l'Europe. En ce qui concerne l'historiographie musulmane, outre la synthèse de Franz Rosenthal, il paraît intéressant de signaler le mémoire de doctorat de Ahmed Abdelessem sur les historiens tunisiens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. 2 livres ont d'ailleurs remis en cause l'opinion couramment admise selon laquelle le monde indien aurait eu une civilisation qui n'aurait pas possédé le sens de l'histoire avant l'arrivée des Anglais. La mise au point de Francine Eraille sur le Japon laisse entrevoir la possibilité d'une étude comparative de l'historiographie. L'empire du soleil levant semble, en effet, avoir connu une évolution du statut et du rôle de l'historien très semblable à celle de l'Occident médiéval et moderne. Pour finir, des perspectives fort instructives peuvent être fournies par un examen de la fonction historiographique telle qu'elle est exercée et vécue dans certaines sociétés d'Afrique noire. Il est temps de délimiter les principaux territoires qui ont été explorés ces 15 dernières années. De la masse des publications, je détacherai parfois quelques contributions originales françaises mieux connues par mes propres travaux. Mais malgré les quelques lacunes qui pourraient être relevées, les études mentionnées devraient refléter assez fidèlement l'état des recherches aujourd'hui. Depuis 1970, les travaux se sont répartis entre l'histoire des idées, l'histoire des mentalités et l'histoire sociale. Ce sont les contours de ces 3 ensembles qui vont être dessinés successivement. Le secteur où les investigations sont les plus nombreuses reste celui de l'étude traditionnelle de la science historique. L'histoire de la théorie de l'histoire a surtout intéressé les Italiens, les Allemands et les Américains.
Pour un rapide tour d'horizon de cette question, on peut se reporter à l'exposé d'ensemble d'Astrid Vichy-Berns ainsi qu'à l'étude savante et érudite d'Arnaud Seifert. C'est la rhétorique humaniste qui a attiré les regards de plusieurs chercheurs. Une édition anastatique de textes théoriques italiens du XVIe siècle et deux synthèses en sont la preuve. Concernant le XVIIe siècle, le récent ouvrage de Carlo Borghero essaye de percevoir les transformations qu'a subies la connaissance historique sous l'assaut conjugué du cartésianisme et du pyrrhonisme. Les notions d'historicisme, de cycle, d'époque et de décadence ont été ou sont surtout étudiées pour la Renaissance et l'âge classique, alors que, parallèlement, le concept d'histoire chez Bayle, Leibniz, Hume et Cladenius a fait l'objet de monographies approfondies. Quant à la Scienza Nuova et aux autres écrits de Giambattista Vico, de nombreuses publications leur sont régulièrement consacrées. Les historiens français se sont toujours montrés réticents devant cette manière d'approcher la littérature historiographique. En revanche, des littéraires comme Claude Gilbert Dubois, Jean Dagen et Michel Duché se sont risqués avec un bonheur divers et dans des essais parfois plus brillants que profonds à l'histoire de la philosophie de l'histoire. Enfin, l'influence de la pensée eschatologique sur les courants historiographiques était analysée dans le cadre de l'Europe médiévale et de la colonisation du Mexique. L'histoire de l'enseignement d'histoire au temps moderne est un domaine peu exploré et sous-estimé. Hormis l'université d'Amsterdam, où l'anniversaire de la création d'une chaire d'histoire en 1632 a été fêté, seules les universités des régions de langue allemande ont bénéficié, depuis 1970, de l'apport de recherche approfondie. L'originalité de trois institutions supérieures de marche périphérique a été remarquée. Le gymnase de Danzig, au XVIIe siècle, où le passé de la Pologne est revendiqué comme terrain privilégié d'investigation, l'université de Strasbourg, seule université française au XVIIIe siècle où l'histoire est enseignée, et l'université jésuite de Graz, en Autriche, une des premières universités catholiques où une chaire d'histoire est établie. En ce qui concerne les universités allemandes de l'intérieur, la thèse de Notker-Hammerstein a montré la liaison étroite qui existe entre l'étude du droit et celle de l'histoire. Mais c'est surtout l'université de Göttingen, où est créé le premier institut d'histoire dans le monde, en 1764, vers laquelle se sont tournés les regards. Alors que les travaux sur la conception de l'histoire dans l'enseignement secondaire en France sont nombreux pour le XIXe et le XXe siècle, seule la thèse de Daniel Robert apporte des éclaircissements sur les collèges de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le préceptorat sous l'Ancien Régime est, par contre, mieux connu. L'histoire de l'érudition a retrouvé la vigueur ces dernières années, mais les seuls travaux conséquents concernent les pays latins. Il convient cependant de signaler l'histoire de la philologie classique de Rudolf Pfeiffer, dont le second tome couvre largement l'époque moderne. Comment concevait-on l'histoire entre le XVIe et le XVIIIe siècle? À l'échelle de l'Europe, nos horizons se sont élargis de façon considérable. Curieusement, ce sont surtout des chercheurs américains qui ont étudié l'historiographie de la Renaissance. La synthèse la plus récente sur l'Italie pendant cette période est, en effet, constituée par la monumentale compilation d'Éric Cochrane. Les relations serrées entre l'histoire, la rhétorique et la politique ont été analysées exclusivement ou principalement dans le cadre de l'État florentin
par Nancy Trevor et Raffaello Chiantella. Bien entendu, la personnalité, l'œuvre de ces deux géants que sont Machiavel et Guichardin ont été à nouveau examinées à l'occasion du 5e centenaire de leur naissance respective. Heureusement, l'historiographie pontificale du Quattro et du Cinquecento n'a pas été négligée, et la grande figure de Baronius a été l'objet d'une thèse et d'un colloque. Les enjeux idéologiques de la période de transition qui sépare la Renaissance et le siècle de la Contre-Réforme ont été précisés par Sergio Bertelli. En fait, l'historiographie italienne du XVIIe siècle est très mal connue. À propos du premier XVIIIe siècle, on se reportera surtout au colloque consacré à Muratori et à Giannone, en attendant la thèse d'État que Françoise Vaquet prépare et qui portera essentiellement sur l'histoire de l'érudition, paléographie, diplomatique, chronologie, numismatique, épigraphie. Il reste à ajouter que, prenant pour objet d'étude l'historiographie d'une république, d'une principauté ou d'une région, Pertusi, Garoschi et Vassina se sont successivement penchés sur les cas de Venise, du Piémont et de l'Émilie-Romagne. Donald Kelley et George Herbert ont tous deux souligné dans leurs livres respectifs le rôle primordial joué par les philologues et les juristes dans l'élaboration d'une méthode critique dans la France de la Renaissance. Après la publication de leurs travaux, plusieurs thèses ont été consacrées à l'étude de l'Antiquité dans la deuxième moitié du XVIe et au XVIIIe siècle, ainsi qu'à l'origine biblique, à l'exégèse biblique entre ces deux époques. L'oratorien Richard Simon, qui, au sein même de l'Église catholique, porte un regard nouveau sur les origines de l'Ancien et du Nouveau Testament, a fait l'objet d'une biographie apologétique de Paul Auvray. À celle-ci, on préférera l'ouvrage plus problématique de Saverio Miri. Quant à la thèse de Phyllis Coren Leffler, elle prétend montrer qu'à l'idée d'une histoire parfaite succéda celle d'une histoire raisonnée, et que l'historiographie française du XVIIe siècle mérite un meilleur jugement que celui qu'avait prononcé George Herbert. On remarquera enfin que c'est un Français qui a redécouvert l'érudition espagnole du XVIIIe siècle, presque totalement ignorée de l'autre côté des Pyrénées. La professionnalisation de l'histoire au XIXe siècle commence à attirer les chercheurs. En ce qui concerne l'Angleterre, l'évolution de la carrière de quelques historiens vient d'être examinée, depuis le XVIe siècle, par John Phillips Kenyon. L'histoire médiévale et l'étude des aspects sociaux et culturels du passé de ce pays à la Renaissance constituent des sujets originaux de recherche. Mais on peut se demander si l'histoire sociale et culturelle appartenait effectivement à l'outillage conceptuel des historiens des XVe et XVIe siècles. 8 ans avant George Herbert, Smith Fusner avait montré qu'une mutation intellectuelle avait affecté l'historiographie dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais aussi pendant le premier XVIIe siècle. David Douglas a également eu raison de chevaucher 2 siècles pour montrer l'apogée des études médiévales entre 1660 et 1730. Pour finir, on notera qu'une analyse tout entière a été consacrée à la célèbre histoire d'Angleterre de Hume. Qu'en est-il du reste de l'Europe ? Une très bonne monographie sur l'historiographie ecclésiastique débouche sur des perspectives générales relatives à l'historiographie suisse du Moyen-Âge et des temps modernes. En ce qui concerne l'âge d'or des Provinces-Unies, il faut mentionner un mémoire américain sur Grotius historien, ainsi que 2 biographies dont l'une, la dernière, reconstitue tout un milieu intellectuel. Je fais référence aux travaux de Bell
et de Meyer, également de Rademacher. Tandis que sur le plan européen, le XVIIe siècle est malheureusement trop fréquemment négligé. Le progrès des études historiques au siècle des Lumières a fait l'objet de divers travaux portant sur l'Allemagne, la Suède, la Pologne et la Roumanie. De plus, de multiples recherches, dont je n'ai signalé que les plus importantes, ont permis l'élaboration d'une synthèse et l'organisation de rencontres internationales dans une optique comparative. Depuis quelques années, un secteur nouveau est de plus en plus prospecté, l'histoire des mentalités. L'orientation des recherches dans cette voie est particulièrement perceptible en France. On peut cependant augurer que l'effort massif entrepris dans l'exploitation de certaines catégories de sources s'épuisera rapidement, car il aboutit souvent à des résultats décevants. La littérature historique est en effet trop régulièrement considérée comme un simple reflet dans le miroir du passé des débats politiques, sociaux et religieux qui agitent l'époque où elle est produite. Il y a peu de surprises dans cette quête. On trouve fréquemment ce que l'on cherche. Un sujet classique de recherche est constitué par l'étude de l'évolution d'un thème, pris comme révélateur de la façon dont une société se pense. On essayera alors de cerner la représentation, par les contemporains et les générations qui les ont suivis, d'un personnage controversé sur lequel se sont focalisées les passions, d'un événement ou d'une série d'événements marquants de l'histoire d'une communauté, par exemple une bataille, une guerre religieuse ou civile, ou encore d'une période de l'histoire de la civilisation. Bien entendu, les origines, peuple fondateur, et plus généralement les temps anciens des nations, sont des lieux d'identification et de projection particulièrement utilisés. Leur image a, logiquement, fait l'objet de nombreux examens. Inversement, le thème de l'appropriation ou de la mise sous silence du passé de certains peuples ou de minorités ethniques, par les cultures dominantes, a été étudié à propos de lieux aussi différents que le Mexique, la Mongolie, la France ou la Wallonie. Qu'elles soient de nature littéraire, iconographique, orale ou gestuelle, les sources dont nous disposons pour reconstituer la vision du passé des sociétés sont multiples. Dans cet essai de répertoire des mentalités historiques, il paraît naturel de commencer par ceux qui font de l'histoire leur métier. Les correspondances, les journaux et les esquisses autobiographiques seront utilisés autant pour savoir comment travaille une catégorie particulière d'intellectuels que pour nous renseigner sur l'image qu'elle se fait de sa discipline et de son époque à un moment donné. Des réseaux d'amitié et des relations professionnelles imprévues peuvent également surgir à l'occasion des entretiens que quelques historiens parisiens ont publiés. Cette enquête doit être étendue aux chroniques et aux mémoires des membres de tous les groupes sociaux, afin de connaître les événements de la vie collective qui sont retenus et surtout l'importance qui leur est accordée. En ce qui concerne les revues historiques, l'évolution de la politique de leurs éditeurs, le recrutement de leurs collaborateurs, mais aussi les variations dans les thèmes abordés sont souvent édifiants. Dans le monde de l'école, les manuels nous éclairent sur les valeurs morales et patriotiques auxquelles une société est attachée. Toutefois, d'un point de vue méthodologique, leur traitement comporte des aspects très répétitifs. Ce sont surtout les décalages qui existent entre le discours des universitaires, des auteurs de manuels et des vulgarisateurs qui montrent les différents usages de l'histoire. Les proclamations électorales et les éloges funèbres, les romans et la poésie, les pièces de théâtre et les opéras historiques, les légendes enfin,
sont autant d'indices de la part importante qui est dévolue au passé dans l'imaginaire des sociétés. La notion de culture historique doit être entendue, on le voit, de manière extensive. Différents procédés d'analyse du discours sont applicables aux textes littéraires. En matière de lexicométrie, on peut tirer un profit certain de l'informatique dans le cadre de simples comptages, en l'occurrence, ou d'analyse factorielle. Dans une toute autre optique, l'historien américain Hayden White, faisant abstraction de la fin de l'histoire, la considère comme un simple récit de fiction. Envisageant celle-là comme un genre littéraire qui possède ses règles propres, il s'est intéressé à la prépondérance de figures de rhétorique précises chez certains historiens du XIXe siècle. Enfin, la psychanalyse répertorie et explique les silences, les chaînes associatives, les déplacements et les inversions qui surgissent à l'intérieur même du discours historiographique. Le lien étroit qui unit un auteur et son œuvre est ici réaffirmé avec force. Pour Alain Besançon et Lionel Gossman, les imagos maternels et paternels seraient ainsi les prototypes inconscients de la sorcière, donc la mauvaise mère, et de l'autorité, l'imperium, tels que les auraient respectivement vécu Michelet et Gibbon. Les représentations iconographiques du passé, plus encore que les formes écrites du discours historiographique, se fixent dans la mémoire des individus. Elles méritent donc une attention particulière. Les enluminures des manuscrits du Moyen-Âge, les frontispices des ouvrages de l'Ancien Régime, les gravures des almanachs, la peinture d'histoire, les illustrations des manuels scolaires et les bandes dessinées du XXe siècle, Tunga, Astérix, Alix, Chevalier Ardent, etc., les monuments commémoratifs et les films à caractère historique, par exemple certains classiques d'Eisenstein sur la Russie ancienne, sont tous des supports visuels qui contribuent à la découverte d'un monde peuplé de héros antiques et ou à l'insertion de l'individu dans la société. Rares sont encore les témoignages oraux suscités par les historiens de l'imaginaire. Philippe Joutard, qui a interrogé la mémoire des descendants des Camisards dans une thèse novatrice, a ensuite, dans un article fondamental, indiqué l'objet, la fin et les limites de l'enquête sur le terrain. Pour l'historien aixois, au-delà de la mise à jour des résidus du souvenir historique, il s'agirait de préciser les mécanismes de fonctionnement de la mémoire historique. Je fais référence ici à son article paru dans la revue L'Arc en 1978. Parallèlement, un revirement s'est opéré dans la manière d'appréhender certains peuples non européens apparemment sans histoire. En entendant les récits des anciens, ce n'est plus à la recherche désespérée de réalités disparues à laquelle s'adonnent les africanistes, mais plutôt à l'établissement du répertoire des souvenirs de collectivité en tant que facteur d'identité et de cohérence de celle-ci. À ces mêmes fonctions répondent les rites et les fêtes qui trouvent leur origine dans des événements précis. Par exemple, en Belgique, la procession du 500 à Bruges, l'Ommegang à Bruxelles, les Gilles de Binche. L'historiographe doit donc se munir non seulement d'un magnétophone, mais aussi d'une caméra. Cependant, pour être rentable et dépasser la relation de pures évidences, toutes ces enquêtes nécessitent une sérieuse initiation aux méthodes de l'anthropologie. La dernière tendance qui est apparue dans le domaine de l'histoire de l'historiographie est l'approche sociologique. Des chercheurs ne se sont plus contentés d'étudier le contenu des œuvres historiques. Ils ont désiré, avant tout, mieux cerner ceux qui les produisent et ceux qui les consomment. Pour arriver à cette fin, des analyses de type
qualitatif ou de type quantitatif ont été tentés. Loin de s'exclure, elles sont souvent complémentaires. On a déjà noté que, dans l'examen marxiste de l'historiographie, le discours de l'historien est perçu comme le véhicule d'une idéologie. Un autre courant, qui montre les liens serrés qui unissent l'intellectuel et son environnement, est représenté par l'histoire sociale des sciences telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis. Dans cette optique, ont déjà été étudiés, pendant une période déterminée, divers groupes comme les mathématiciens, les physiciens ou les juristes. L'histoire de l'historiographie participe à ce mouvement. C'est ainsi qu'Oreste Ranum a suivi la carrière de 9 historiens officiels en France au XVIIe siècle. De ce côté-ci de l'Atlantique, les rapports qu'entretient l'historien avec le pouvoir ont été examinés par Bernard Guenet en ce qui concerne le Moyen-Âge et par Dieter Gembicki dans la biographie approfondie qu'il a écrite sur Jacob-Nicolas Moreau, lors de la création du dépôt des Chartes entre 1760 et 1780, donc en France. Nul n'ignore que les formes de pouvoir sont multiples. Éloigné des analyses sereines des historiographes de cabinet, Jean Chénaud, Alain Guéraud et Hervé Couteau-Bégary ont dénoncé les modes parisiennes et la collusion entre les nouveaux historiens et certaines maisons d'édition. Cette sociologie rétrospective, de type qualitatif, partiellement intuitive, peut s'adjoindre des éléments chiffrés. Mesurer tout ce qui est mesurable, tel est l'objectif de Charles-Olivier Carbonel, a poursuivi dans sa thèse d'histoire totale. Cette démarche est tout d'abord valable pour tenter de préciser la situation socio-professionnelle des historiens. Âge, fortune, localisation. En Union soviétique, des données concernant 5000 historiens américains ont ainsi été mises sur des fiches. Et Bernard Guenet a lancé une enquête sur l'âge auquel les historiens du Moyen-Âge écrivaient leurs opéras. Assez tardivement, selon lui. Opéra est entendu en tant qu'œuvre, évidemment, opus, opus, donc étant le singulier d'opéra. La méthode quantitative est également applicable à l'œuvre, surtout dans ses aspects matériels. Format, nombre de pages, prix, tirage, dimension chronologique et dimension géographique. C'est dans cette perspective que Bernard Guenet a essayé de mesurer, dans le temps et dans l'espace, le succès de quelques grands ouvrages historiques médiévaux. L'étude des inventaires après décès des bibliothèques privées peut constituer une source particulièrement éloquente sur les intérêts d'une époque, d'une classe sociale ou, à tout le moins, d'un individu pour la littérature historiographique. Michel Marion a ainsi compté que 35% des titres recensés dans les inventaires de 237 bibliothèques parisiennes au milieu du XVIIIe siècle sont des livres d'histoire. Il a ensuite opéré une nouvelle ventilation des titres par grand thème à l'intérieur de cette catégorie. Dans le même ordre d'idées, les listes de souscripteurs permettent de repérer les réseaux de relations des auteurs et des éditeurs, l'étendue de leur renommée et la diffusion de leurs travaux. Parallèlement à ces entêtes quantitativistes, Ignasi Lewandowski et Hamet Abdel-Essem ont voulu savoir comment étaient reçues respectivement les œuvres d'Ibn Khaldoun du XIVe au XIXe siècle et les abrégés d'histoire dans l'ancienne Pologne jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Ces essais, et beaucoup d'autres, montrent à l'évidence que l'affirmation de Pierre Chaunu, selon laquelle l'histoire de l'histoire ne peut être que quantitative, est une formule un peu trop rapide.
Elle résulte d'une attitude néopositiviste. Le chiffre a, en effet, toujours assuré et ne cesse de fasciner bien des historiens qui ont reçu une formation littéraire. Alors que le genre biographique traditionnel s'est trouvé, jusque tout récemment, discrédité en France, il serait regrettable de supposer que seule une pesée globale pût nous donner une image correcte de la production historiographique d'une époque. Selon la période étudiée, le chercheur considère différemment l'objet qu'il a choisi. La littérature historique de l'Antiquité et du Moyen Âge a longtemps été envisagée sous l'angle de la pure critique. Juger de la valeur des textes importait avant tout. Cette attitude se comprend aisément. On sait que certains historiens anciens sont des sources fondamentales, voire uniques, pour les événements qu'ils décrivent. Beaucoup de travaux concernant l'historiographie contemporaine attestent également des préoccupations utilitaires. Il s'agit de comprendre pourquoi et comment on en est venu à suivre telle ou telle démarche ou à employer tel ou tel concept. On se cherche des ancêtres immédiats. L'horizon des méthodes actuelles de l'histoire de l'historiographie étant tracé, il est temps de signaler les principaux travaux généraux dont dispose le chercheur et l'étudiant qui voudrait posséder une première vue d'ensemble. D'une manière générale, on peut remarquer que plus l'époque observée est proche du XXe siècle, plus la recherche a tendance à s'émietter et plus rares sont les synthèses. Prenant respectivement pour point d'arrivée Denis d'Halicarnasse et l'Histoire Auguste, les petits livres de Denis Roussel, d'une part, et de Jean-Marie André et Alain Hus, d'autre part, donnent des informations élémentaires sur les historiens grecs et latins. La synthèse magistrale de Bernard Guenet sur l'historiographie médiévale, qui a déjà été citée abondamment, avait été précédée en 1971 par la publication des conférences de Benoît Lacroix à Montréal en 1966. Dans une large perspective, englobant le Moyen-Âge et les temps modernes, Denis Hay s'est intéressé aux analystes et aux historiens pendant 1000 ans. Sur l'historiographie moderne, les seules mises au point récentes en langue française qui puissent offrir quelque intérêt sont les chapitres que Georges Gusdorf a consacrés à la pensée historique dans sa monumentale Histoire des sciences humaines. Enfin, les grands courants de la recherche historique contemporaine ont constitué le thème d'un ouvrage collectif et d'un rapport de l'UNESCO. Rassembler les connaissances qui se sont accumulées depuis 40 ans est un besoin qui se manifeste avec une vigueur évidente un peu partout. Ce mouvement a été inauguré par Josefina Zoraida Vázquez en 1978 et depuis lors, le court essai de Charles-Olivier Carbonel a ouvert des fenêtres sur la Chine et l'islam, alors que le livre de Guy Bourdet et de Hervé Martin, malgré un titre trompeur, qui est Les écoles historiques, porte surtout sur la France contemporaine. Mais pour le moment, l'important ouvrage d'Ernst Breisach constitue assurément la synthèse la plus complète en attendant l'apparition d'une Geschiedenis van de Geschiedschrijving qui devrait paraître en 1985. Notons enfin que des aspects particuliers de l'histoire de l'historiographie ont été traités par des spécialistes d'autres disciplines, que ce soit l'histoire de la littérature ou l'histoire de la philosophie. Que conclure au terme de ce voyage à travers le temps et l'espace? On espère avoir démontré
que l'histoire de l'historiographie, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, n'occupe pas la place qui lui revient dans les bibliographies. Trop fréquemment, on lui attribue chichement une rubrique dans la section des sciences auxiliaires. Pourtant, l'œuvre des historiens anciens doit être considérée en tant que telle et non en fonction de préoccupations immédiates. Loin d'être une simple bibliographie rétrospective, l'histoire de l'histoire appartient de plein droit à l'histoire des idées, à l'histoire des mentalités et à l'histoire des sociétés. Il est vrai qu'ayant longtemps été à la traîne, elle n'a porté que tardivement son regard sur les objets, sur les méthodes de la nouvelle histoire. Or celle-ci, faut-il le rappeler, avait elle-même annexé des territoires conquis de longue date par les autres sciences humaines. Si quelques conseils devaient être formulés, il faudrait recommander d'éviter en priorité 2 écueils. Nombreux sont les historiens de l'historiographie qui prétendent découvrir une naissance ou une révolution de l'historiographie dans la tranche chronologique sur laquelle portent leurs investigations. D'une manière générale, c'est un aspect des études historiques qui est privilégié et, corrélativement, l'œuvre des devanciers ou des successeurs des novateurs est minimisée. Au mieux, l'histoire de l'historiographie est présentée comme un mouvement de balancier. Le XVIIe et la fin du XIXe siècle sont définis, pour schématiser grossièrement, comme des époques positivistes, pendant lesquelles foisonnent les érudits, tandis qu'au XVIe, XVIIIe et XXe siècle, au contraire, on aurait pensé l'histoire. Or, plus les travaux deviennent nombreux, plus se dessinent des continuités. Inversement, il ne faudrait pas tomber dans le piège du mythe d'un progrès continu de la science historique, ce que l'on appelle l'historicisme. Il est indéniable qu'il existe des temps forts, des moments d'accélération. À ces 2 mots de tout discours historiographique, 2 remèdes sont applicables. Tout d'abord, il paraît indispensable d'élaborer des monographies approfondies effectuées sur la base de sources nouvelles. Une circulation constante des informations entre les spécialistes des diverses périodes semble ensuite un bon moyen d'échapper au lieu commun. C'est l'objectif qui a été poursuivi ici. Il reste à émettre un souhait. Toutes les formes d'expression relatives à l'évocation du passé et du devenir des individus et des collectivités devraient être prises en compte dans une vaste synthèse qui reste à construire. Il n'existe pas de groupe humain qui ne puisse survivre sans commémorer ses ancêtres, se projeter dans l'avenir, bref, se situer dans une durée fût-elle mythique. Ne faut-il pas regretter qu'il y ait tant d'absents dans les travaux occidentaux d'histoire de l'historiographie ? Russie et Chine traditionnelle, monde indien, islam, civilisation précolombienne, africaine, océanienne, y sont à peine évoqués ou sont tout simplement ignorés. À côté des acquis importants mentionnés dans ce bilan, surgissent des contributions à explorer. Leur découverte contribuerait certainement à mieux comprendre le désir d'histoire qui habite les hommes.
Projet d'une bibliographie de l'histoire de l'historiographie belge et de dictionnaire des historiens. Cette conférence a été présentée au Musée royal de l'armée et d'histoire militaire à Bruxelles en 1983. Lors de la journée de l'histoire contemporaine tenue à l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, le 24 avril 1982, un groupe de travail eut pour thème de discussion l'histoire de l'historiographie. Cette section, qui fut animée par Paul Gérin de l'Université de Liège, rassembla une dizaine de chercheurs belges et français. Il y fut décidé d'organiser à intervalles réguliers des réunions où des spécialistes en la matière feraient part du résultat de leurs recherches et confronteraient leurs travaux. 15 mois plus tard, à l'occasion du Congrès international d'histoire de l'historiographie de Montpellier, Paul Gérin et moi-même convenions de donner forme à ce projet en organisant une première rencontre. Le 14 octobre 1983, profitant d'un colloque où se retrouvaient à la fois des modernistes et des contemporanéistes des deux parties du pays, Paul Gérin informa les personnes intéressées de la création d'une commission d'histoire de l'historiographie lors du dernier Congrès international des sciences historiques et d'une revue, Storia della Storiografia, qui lui servait d'organe. J'ai proposé ensuite 3 activités concrètes qui pourraient être réalisées collectivement par des chercheurs belges. C'est le compte-rendu de cette communication et de la discussion qu'elle suscita que je reproduis maintenant. L'élaboration d'instruments de travail paraît une priorité. Avant toute chose, il conviendrait de répertorier les études relatives à l'histoire de l'historiographie belge. Un premier pas pourrait être fait en tentant d'établir un inventaire des mémoires de licence qui traitent, de près ou de loin, ce secteur de la vie intellectuelle. Il pourrait être constitué à partir de 3 types de sources. Les listes qui ont été, jusqu'il y a peu de temps, publiées dans la Revue belge de philologie et d'histoire, puis, pour la période récente, celles qui sont produites régulièrement dans le bulletin d'information de l'Association belge pour l'histoire contemporaine, enfin, les fichiers des bibliothèques des différentes universités. Le rassemblement de ces titres ferait connaître des travaux qui restent souvent inédits et, si l'on parvenait à joindre leurs auteurs, permettrait d'associer de nouveaux membres à la Commission internationale. Ce catalogue pourrait s'intégrer dans une bibliographie rétrospective, critique ou non, de l'histoire de l'historiographie belge, relevant, dans un premier temps, les études parues depuis le travail historique en Belgique des origines à nos jours de Maurice Arnoult, publié en 1954. Par la suite, une bibliographie plus ample, reprenant les recensions antérieures, pourrait comprendre l'essentiel de ce qui a été produit en Belgique depuis les biobibliographies des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour finir, une bibliographie courante pourrait être tenue. Une partie du vœu de la Commission de collaborer à l'International Bibliography of Historical Sciences serait ainsi exaucée. L'intérêt de tels répertoires est évident. Il faciliterait les enquêtes et permettrait de circonscrire les lacunes dans la littérature. Il pourrait ainsi déboucher sur une étude qui ferait le point en matière d'histoire de l'historiographie en Belgique et suggérerait des pistes de recherche. Une seconde activité pourrait rejoindre une décision prise par le bureau de la Commission. La constitution d'un dictionnaire international et, parallèlement, de dictionnaires nationaux des historiens. Les historiens belges pourraient apporter leur contribution à ces entreprises. Précisons tout d'abord le cadre dans lequel le premier de ces dictionnaires a été conçu. Ayant pour directeur Lucian Boya de Bucarest,
Case Hitchins d'Urbana, en Illinois, aux États-Unis. Il sera publié à Westport, aux États-Unis, dans le Connecticut, chez Greenwood Press. Ce dictionnaire devrait comprendre 1 ou 2 volumes. 700 notices sont prévues pour le monde entier, des origines à nos jours. Une liste d'historiens de chaque pays, digne de figurer dans le dictionnaire, sera proposée aux membres du bureau de la commission par les correspondants nationaux qui effectueront un ordre de préférence. Le soin de trancher définitivement appartiendra au bureau. Il est clair que cette procédure entraînera inévitablement des injustices, sous- ou surestimation du poids de certains personnages. Certains pays pourraient profiter de leur situation historiographique présente, par exemple les États-Unis, pour minimiser l'importance de vieilles traditions historiographiques nationales. De plus, le dosage réalisé dans la représentation de pays possédant des idéologies différentes au sein du bureau de la commission, qui est en outre composé exclusivement de spécialistes d'histoire contemporaine, risque de conduire à des équilibres diplomatiques présents projetés dans le passé afin de ne froisser aucune susceptibilité. La Belgique pourrait disposer d'une quinzaine de notices. 2 points de comparaison seront donnés. Si la France est réservée le 14e du dictionnaire avec 50 notices, les Polonais, après une réunion de leur section nationale, ont décidé d'en proposer 20. Il reste donc à défendre avec vigueur notre historiographie. Le 5 août 1982, à Paris, Luchan Boya m'invita à lui remettre une première liste pour la Belgique. Elle lui fut présentée 4 jours plus tard, avant d'être légèrement révisée par Maurice Arnoult, titulaire du cours d'historiographie et de philosophie de l'histoire à l'Université de Bruxelles, le 26 octobre suivant. 3 écueils devaient être évités pour l'établir, à savoir 1. Ne pas omettre les historiens qui ont travaillé en dehors des circuits habituels, c'est-à-dire la Belgique et plus généralement l'Europe du Moyen-Âge à nos jours. Préhistoriens, antiquisants, byzantinistes, orientalistes et ethno-historiens, africanistes, américanistes. Il fallait également tenir compte des historiens de l'art, des sciences, du droit, des religions, sans oublier les historiens de la philosophie et de la littérature. 2. Ne pas se fixer sur l'historiographie des 2 derniers siècles. Notons à ce propos que les historiens vivants ne devaient pas être pris en considération. 3. Ne pas se limiter aux historiens qui méritaient, de toute évidence, une notice pour leur originalité ou leur contribution à l'avancement des études historiques. La notoriété, qui n'est pas toujours associée au génie et à la compétence, ne pouvait être négligée. Une sélection opérée d'un commun accord paraissait nécessaire. Étant donné les remarques qui ont été formulées, elle semblera sans doute peu originale. Seul nous a mû pourtant le souci de l'équité. Après que le choix eut été justifié, les noms suivants furent soumis à l'appréciation des membres présents lors de la réunion du 14 octobre 1983. Sigebert de Gembloux, Pontus Eterus, Jean Bolland, Daniel van Papenbroek, Louis-Prosper Gachard, Godefroy Kurt, Franz Cumont, Henri Pirenne et Georges Sarton. Dans la mesure où la Belgique dispose d'un nombre de notices limité, et afin d'éviter des querelles nationalistes stériles, Comines et Froissart pourraient être abandonnés aux Français qui paraissent les revendiquer. Reginald de Schrijver, de la Catholic Universiteit Leuven, marqua son désaccord sur ce point. Paul Gérin avait déjà mentionné à juste titre Léon van der Kindere, Max Rose et Paul Frédéric. Peut-être faudra-t-il leur ajouter Jean Desroches, Joseph Kervin de Lettenhove, Jean Capart et Marie Delcourt. Le chanoine Roger Aubert, de l'Université catholique de Louvain, proposa de leur adjoindre également le chanoine Alfred Cauchy et le père Hippolyte de Lehé. Il resterait à se prononcer définitivement sur leur ordre d'importance pour prévenir toute discrimination abusive ultérieure qui serait le fait du bureau de la commission.
Dernière précision, la dimension des notices pourrait varier entre quelques lignes et 3 pages. Si la rédaction des notices du dictionnaire international pourrait aisément être accomplie par 2 ou 3 personnes, il n'en irait pas de même pour le dictionnaire national. Ce dernier nécessiterait le concours de nombreux spécialistes et plusieurs années de travail. En dehors de la période contemporaine qui bénéficie de notices nécrologiques et d'un certain nombre d'études, il existe peu de monographies récentes sur nos anciens historiens. Comme il s'agirait de renouveler les notices qui se trouvent dans la biographie nationale et de compléter ces lacunes, la tâche ne serait pas mince. Bien entendu, ces biographies devraient être composées à partir des archives disponibles et d'un examen des œuvres historiques qui ne soit pas superficiel. Il serait donc question d'une enquête sur source, alors que le dictionnaire international pourrait être constitué d'une succession de synthèses de travaux antérieurs. Enfin, je signalerai un dernier projet de la Commission. Hans Schleyer de Berlin et Bianca Valotta de Milan, qui préparent un annuaire international, ont envoyé un formulaire aux spécialistes ainsi qu'aux institutions scientifiques dispensant un enseignement d'histoire de l'historiographie. Le répertoire prévu devrait permettre de discerner les tendances actuelles de la recherche et constituer un instrument de communication d'autant plus précieux que l'histoire de la vie intellectuelle ne connaît pas de frontières. À la suite d'une proposition du chanoine Roger Aubert, Paul Gérin introduisit une demande de création d'un groupe de contact d'histoire de l'historiographie auprès du Fonds national de la recherche scientifique. Une décision positive fut prise par cet organisme le 2 décembre 1983. Présidé par Paul Gérin, le groupe nouvellement fondé est destiné à favoriser les rencontres, à proposer des entreprises collectives et à coordonner les efforts individuels dispersés. C'est donc un appel à tous les historiens intéressés par leurs ancêtres et le passé de leur propre discipline qui est lancé ici même.